Voilà, on va quitter le terrain de la mobilité, on va rentrer sur le terrain de la santé avec notre invité en plateau ce soir. C'est le directeur général du CHU Saint-Pierre, pas très loin des Marolles, qui est notre invité. Philippe Leroy. Bonjour Philippe Leroy, merci d'être avec nous. On va commencer par parler de la situation sanitaire, si vous voulez bien, parce qu'on entend que les contaminations au Covid-19 remontent un petit peu. Ce n'est pas du tout dans les mêmes proportions que ce qu'on a connu il y a 2 ans, et heureusement, mais on sait qu'il y a aussi une épidémie de grippe, c'est la saison, et on sait que chez les enfants, il y a de très nombreux cas de bronchiolite et dans certains hôpitaux de la capitale, on est proche de la saturation. Est-ce que c'est le cas au CHU Saint-Pierre ou est-ce que pour l'instant, avec ces 3 épidémies concomitantes, on est encore dans des situations sous contrôle ? Donc on est encore dans une situation sous contrôle, très clairement. Je ne parlerai pas de saturation parce que c'est un mot qui a été beaucoup utilisé, donc beaucoup galvaudé. On peut faire le point sur les 3 maladies que vous avez mentionnées. Sur le Covid, on a effectivement une résurgence de cas. Pour vous donner un ordre de grandeur, pour Saint-Pierre, c'est 2 hospitalisations par semaine a priori, en moyenne. Donc c'est gérable. C'est tout à fait gérable. Ouais. On est allé jusqu'à des plusieurs dizaines. Centaines, ouais. Voilà. Concernant la grippe, on n'est pas encore dans l'épidémie. Donc on sait que ça arrive chaque année, c'est saisonnier. Donc ça, c'est aussi un appel. Il n'est pas trop tard pour les personnes à risque pour se faire vacciner. Ça reste utile. Et pour les bronchiolites, là, il y a beaucoup de travail. On n'est pas à saturation, mais la charge de travail est très, très élevée. Là, on a une 40aine d'enfants qui sont actuellement hospitalisés. Ça va très, très vite parce qu'en général, les enfants sont hospitalisés 2 jours, un petit peu d'oxygène, un traitement, le temps que ça aille mieux, retour à la maison. Et donc ça tourne beaucoup, il y a beaucoup de travail. Ouais, et pour qu'on comprenne très, très bien, bronchiolite, donc c'est les très jeunes enfants, a priori. Oui. Ça veut dire que c'est en pédiatrie. Ça veut dire que ce n'est pas du tout des enfants qui vont se retrouver dans les unités de soins intensifs ou dans des choses de ce genre-là. Hein. Alors, ils peuvent se retrouver pour des formes éventuellement sévères dans des unités de soins intensifs adaptées aux enfants. Marginal. Mais c'est marginal, tout à fait. Et donc, pour l'instant, pas de difficultés. Dans certains hôpitaux disent on est quand même en difficulté parce qu'on a ces 3 épidémies et en même temps, on a un personnel qui est fatigué, des absents qui ne sont pas remplacés et puis des gens qui ont quitté le métier. C'est le cas aussi à Saint-Pierre ou pas ? Oui, c'est le cas. On n'échappe pas, disons, pour l'instant, à la situation qui est difficile de notre secteur depuis la crise Covid. Maintenant, je crois qu'il faut qu'on garde aussi un sens des proportions. On ne va pas non plus crier au loup tous les mois ou chaque année. Pour l'instant, on a une charge de travail qui est élevée, mais qui correspond pour les bronchiolites à ce qu'on a l'habitude de voir d'autres années, ce qu'on a l'habitude de faire. Alors, une question un petit peu connexe. Il y a un débat en France en ce moment sur le retour éventuel du masque obligatoire dans certains lieux, notamment dans les transports en commun. Frank Vandenbroek, le ministre fédéral de la Santé, a pas dit qu'il fallait envisager la même chose en Belgique, mais il a rappelé des consignes de prudence et il a appelé à reporter le masque, notamment dans les transports en commun ou dans les milieux qui sont à risque. C'est un appel que vous renforceriez de votre côté ou pas ? Je ne suis pas épidémiologiste, donc je laisse parler les experts. Maintenant, je pense que probablement, il y a certains réflexes qui ont un peu changé avec l'épidémie Covid. Disons, on est plus sensibilisés. Donc, je crois qu'en tout cas, des gens qui ont des symptômes, qui toussent, qui éternuent, je pense que c'est pas mal de porter le masque dans le métro pour protéger les autres. Éventuellement, des gens qui savent qu'ils ont une fragilité, éventuellement porter le masque dans les endroits fort fréquentés. C'est quoi les règles à l'hôpital maintenant, aujourd'hui ? On rentre à l'hôpital, on doit porter le masque ? On porte le masque. Ça, on n'a jamais arrêté. Donc, dans l'enceinte de l'hôpital, en tout cas, partout où il y a des patients ou des visiteurs, on porte le masque. Et ça veut dire qu'un visiteur qui se présente à l'hôpital, il doit avoir un masque en poche ou on va lui en donner un. Exactement. Alors, je voudrais qu'on parle de la situation économique des hôpitaux, Philippe Leroy, si vous voulez bien. D'abord, l'indexation des salaires. On connaît ça dans tous les secteurs, et notamment dans la fonction publique. Ça veut dire qu'on doit indexer les salaires des médecins, des infirmiers, des aides-soignants, etc. Ça vous met en difficulté ? Ça nous met en difficulté, donc c'est très bien évidemment pour le personnel et pour les gens. Il faut rappeler que les hôpitaux en Belgique sont dépendants à 99% de financements qui viennent de l'État, des pouvoirs publics. Et donc, si nous avons des charges qui augmentent, et là, cette année, c'est 10%. Il y a aussi le chauffage. Oui, le chauffage par rapport au salaire, c'est bien moins élevé, même si ça nous touche. 10% d'augmentation de charges salariales en 2022, alors que nos financements n'ont pas du tout augmenté dans les mêmes proportions. Donc ça nous met en très grande difficulté. Ça veut dire que vous serez dans le rouge ? On sera dans le rouge. D'ailleurs, c'est ce qu'annonce déjà la banque Belfius, qui chaque année fait une analyse, une revue du secteur hospitalier, qui vient de sortir son analyse pour l'année 2021, mais déjà avec une perspective 2022 qui est négative, qui sera rouge. Ouais, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les hôpitaux s'endettent, ils vont devoir rembourser plus tard, ou c'est les pouvoirs publics qui, à un moment, vont récupérer cette dette ? Alors, ça veut dire que les hôpitaux s'endettent, en effet. Nous sommes sur une pente
descendante depuis une dizaine d'années. Dans cette étude de la Banque Belfius, qu'est-ce qu'elle nous dit pour 2021 ? Elle nous dit que la marge des hôpitaux est en dessous de 1%. Donc ça veut dire que si nous gagnons 1 000 €, sur ces 1 000 €, quand on a payé tout simplement nos factures, le personnel et les fournisseurs, il nous reste 70 €. Ça, c'est la situation 2021. 2022, il ne nous reste plus rien. Donc ça veut dire, quand il ne nous reste plus rien, nous ne savons plus investir. Donc la Banque Belfius remarque que les hôpitaux n'investissent plus, cessent les investissements. Et ça, c'est très, très inquiétant parce qu'on a besoin d'investir pour moderniser nos infrastructures, pour améliorer la qualité des soins. On a besoin d'investir aussi dans la cybersécurité informatique, qui est un grave danger pour nous et c'est complètement sous-évalué comme enjeu. Et donc, on ne sait pas investir là-dedans. On ne sait pas investir non plus, par exemple, dans la modernisation de toutes les infrastructures d'isolation pour l'économie d'énergie. Ouais, donc ça veut dire que vous seriez à la merci d'un très bon pirate informatique dans les prochains mois s'il décidait de vous attaquer. Il y en a eu. Il y a eu des attaques en Belgique dans certains hôpitaux. Il y en a un peu partout. Pas à Saint-Pierre, si ? Non, pas à Saint-Pierre. Alors, c'est quoi la réponse, Philippe Leroy ? Il faut une réforme. Frank Vandenbroek, le ministre de la Santé fédéral, il avait annoncé qu'il travaillait sur une réforme des hôpitaux et du financement des hôpitaux. Est-ce que ça avance ? Est-ce que vous appelez cette réforme de vos voeux ? Alors, je n'ai pas d'informations sur l'état d'avancée. Oui, j'appelle une réforme de mes voeux. Maintenant, je pense que cette réforme, elle passe pour l'instant, dans ce qu'on en connaît, à côté de nombreux enjeux fondamentaux et essentiels. Ouais, c'est-à-dire, il faudrait faire quoi que n'a pas envisagé le ministre ? Alors, c'est-à-dire qu'on reste dans un mode de financement des soins de santé à l'acte. Ouais. Donc, en fait, c'est une adaptation du modèle, on ne change pas de modèle. On a quand même beaucoup parlé de cette idée de remplacer ce financement à l'acte, où on est remboursé, un hôpital est remboursé pour une consultation, une opération, un acte médical précis, par un forfait par pathologie. C'est-à-dire qu'on sait qu'un patient a telle pathologie, il va lui falloir tel type de radio, tel type d'intervention, tel type d'opération chirurgicale, et là on met un forfait. Ce serait plus avantageux. Vous pensez que le ministre n'ira pas là-dedans ? Je pense que c'est ce qui est à l'ordre du jour, mais ça n'est jamais qu'une tarification à l'acte un petit peu améliorée, puisqu'on aura toujours un patient égale un financement, et donc plus on va faire d'actes d'hospitalisation, etc., plus on est financé. Donc, parce que derrière cette idée, il y a l'idée que parfois on fait peut-être des examens qui ne sont pas utiles, ou peut-être des petites opérations qui ne sont pas utiles. Oui, je pense que ça peut exister. C'est une dérive qu'on doit affronter de front et qu'il faut évidemment contenir. Donc ça, c'est certain. Mais il faut expliquer à quoi ça mène le financement à l'acte. Ça veut dire que pour faire moins d'actes, qu'est-ce qu'on fait globalement ? On autorise moins de machines. C'est-à-dire, par exemple, la résonance magnétique. Vous avez 6 mois d'attente pour une résonance magnétique dans beaucoup d'hôpitaux en Belgique, où on est obligé de faire tourner les machines la nuit, ce qui est complètement fou. Et ça veut dire qu'on limite, pour avoir moins de prescriptions d'actes, on limite le nombre de médecins. Donc vous ne pouvez plus trouver un rendez-vous, les gens le savent, chez des spécialistes, parfois avec des mois d'attente. Donc je pense que ça menace la qualité des prises en charge si on ne change pas ce système de fond en comble. Ouais, et donc ça pousse aussi les hôpitaux à s'affilier les uns aux autres et à se regrouper dans des réseaux de plus en plus importants. C'est un danger, ça, et notamment pour... vous êtes situé à l'entrée des Marolles, avec des patients qui, pour certains, viennent plutôt de milieux populaires. Ça veut dire qu'on pourrait les inciter à ne plus se soigner à Saint-Pierre, mais à devoir aller ailleurs ? Non, je ne pense pas. Donc je pense que le regroupement des hôpitaux, c'est quand même globalement positif, parce qu'on doit apprendre à travailler ensemble, on doit apprendre à se parler, on doit apprendre à mieux s'organiser dans un bassin de soins. Donc je pense que cette logique, elle a du sens. Maintenant, il faut que cette réforme des réseaux et d'associations d'hôpitaux soit orientée vers le service rendu aux patients, vers la qualité. On peut éventuellement faire des économies, bien sûr, mais si c'est l'objectif principal de faire des économies, alors ça risque de se faire au détriment du service de proximité, par exemple. Donc ça, je pense que c'est un piège à éviter. Il y a 2 autres idées qui étaient dans le projet de réforme de Frank Vandenbroek. Le premier, c'était de rééquilibrer les spécialités. On sait qu'il y a certains spécialistes qui gagnent beaucoup d'argent et d'autres un petit peu moins. Et puis le deuxième, c'était d'encourager les traitements ambulatoires. C'est-à-dire, on va à l'hôpital, mais on est soigné, mais on va quand même dormir à la maison. Vous êtes favorable à ces 2 pistes aussi ou pas ? Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut en effet rééquilibrer des disparités entre rémunération pour les spécialités. Ouais. Qui gagne trop, qui gagne pas assez ? C'est pas à moi de me prononcer, je veux dire. Mais... Vous n'avez pas envie de vous fâcher avec vos médecins ? Voilà, mais je pense que c'est relativement de notoriété publique. Donc ça, c'est nécessaire. Mais à côté de ces thèmes nécessaires qui sont adressés par la réforme, il y a aussi des thèmes qui sont complètement laissés sur le côté et qui sont cruciaux, notamment la prévention. Donc la Belgique n'est pas un très bon élève en matière de prévention pour empêcher la survenue de maladies liées à l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires. Là, on doit beaucoup plus mettre l'accent là-dessus pour éviter les hospitalisations, éviter les pathologies. Il n'y a rien pour l'instant dans la réforme.
Et alors les soins intégrés. On doit beaucoup plus travailler entre acteurs. Pour l'instant, cette réforme elle est très ciblée sur l'hôpital. Moi, j'appelle de mes voeux des visions beaucoup plus intégrées, notamment avec la première ligne, la médecine générale. Il reste 1 an et demi d'ici la fin de la législature. Vous pensez que Van Vandenbroucke, d'abord, va vous écouter, vous entendre, et il va réussir à faire une réforme qui tiendra la route ou pas? Mais je n'ai pas d'informations. En tout cas, nous, on est partenaires. On est tous dans le même bateau pour améliorer la qualité des soins. Il est un peu minuit -5, c'est ça le message d'aujourd'hui? Je pense que c'est si on veut progresser intelligemment, pouvoir aussi faire des économies, il faut faire des économies intelligentes qui demandent de changer de logiciel. Nous, on est partenaires pour ça. Merci d'avoir été avec nous, Philippe Leroy, donc directeur général du CHU Saint-Pierre.